La neige tombait lentement, comme si le ciel hésitait à se séparer de chaque flocon. Élisa serrait les rênes si fort que ses doigts s'étaient engourdis, même à travers ses gants. Sa monture tremblait sous elle, non de froid, mais de peur. La jument sentait quelque chose qu'Élisa ne percevait pas encore. Peut-être les loups, ou peut-être simplement cette forêt, qui semblait vivante et hostile. Elle aurait dû arriver à Fort Laramie 3 jours plus tôt. Elle aurait dû y rencontrer Jonathan Webb, un marchand de fourrure, avec qui elle correspondait depuis près d'1 an. Un homme qu'elle n'avait jamais vu, mais à qui elle avait promis de devenir l'épouse. Parce qu'à Boston, après la mort de son père, elle n'avait plus de quoi vivre. Parce que sa tante Martha, sa seule parente, lui avait dit, quote, 105 sauces, Élisa avait choisi l'Ouest. Et les lettres de Jonathan lui étaient apparues comme un salut, soigné, poli, décrivant son commerce et promettant une vie digne. Il écrivait qu'il attendait une femme instruite, calme, prête aux difficultés de la frontière. Élisa répondait honnêtement. Elle savait tenir une maison, connaissait le calcul et la lecture, et n'avait pas peur du travail. Il lui avait envoyé de l'argent pour le voyage. Elle avait pris le train, puis la diligence, et enfin engagé un guide qui l'avait conduite jusqu'à un embranchement. Sauton s'y y est, mais elle l'avait quitté, parce que sa jument, effrayée par des courroux de feu au loin, des chasseurs sans doute, s'était emballée. Parce qu'Élisa n'avait pas réussi à la maîtriser, et quand elle y était parvenue, elle ne savait plus où se trouvait la route. La forêt alentour était partout la même. De hauts pins, de la neige, le silence. Elle avait tenté de revenir sur ses pas, mais n'avait fait que s'égarer davantage. C'était maintenant le 3e jour. Elle n'avait plus de nourriture. L'eau de sa gourde avait gelé. Sa jument avançait à peine. Élisa comprenait que si elle ne trouvait pas un abri ou âme qui vive avant la nuit, cette nuit dans la forêt serait sa dernière. La neige tombait plus drue. Le crépuscule s'épaississait. Elle descendit de cheval pour laisser sa monture se reposer et la mena par la bride, s'enfonçant elle-même dans la neige jusqu'aux chevilles. Sa robe s'était trempée. Sa cape ne la protégeait plus. Élisa sentait le froid s'insinuer sous sa peau, jusqu'aux os. Kotokos 107. Mais à ça, la forêt restait silencieuse. Quand l'obscurité fut totale, Élisa s'arrêta près d'un grand arbre. Elle n'avait plus la force d'avancer. Elle attacha sa jument, sortit une couverture de sa sacoche de sel, fine, presque inutile, et s'assit, le dos contre le tronc. La neige continuait de tomber. Au loin, un loup hurla. La jument sursauta, hennissant d'inquiétude. Élisa ferma les yeux. Elle pensait à Jonathan Webb. Il devait la croire en fuite ou morte. Il ne saurait jamais à quel point elle avait essayé d'arriver, à quel point elle avait voulu tenir sa promesse. Elle pensait à sa mère, morte quand elle avait 10 ans, qui lui disait « Tsudimosoit ». Mais à cet instant, Élisa ne se sentait pas forte. Elle sentait le froid lui voler sa dernière chaleur, ses paupières s'alourdir, ses pensées dériver et se brouiller. « Ne t'endors pas », se dit-elle. « Si tu t'endors, tu ne te réveilleras pas. » Mais son corps ne lui obéissait plus. Elle sombra dans les ténèbres. Élisa se réveilla dans une douce chaleur. C'était étrange, inconnu, comme si on l'avait enveloppée dans quelque chose de chaud et de doux. Elle ouvrit les yeux et vit un plafond fait de branches et de peau. Un feu crépitait doucement à côté d'elle. Une odeur de fumée, de pain et d'herbes amères flottait dans l'air. Elle tenta de s'asseoir, mais son corps refusa. Sa tête tournait, ses mains et ses pieds la brûlaient, soit à cause du froid, soit à cause de la chaleur qui revenait. « Ne bouge pas. » La voix était grave, calme. Élisa tourna la tête et vit un homme. Il était assis près du feu, le dos tourné, de larges épaules, de longs cheveux noirs noués sur la nuque. Il portait une veste en peau de cerf brodée de perles. Sa peau était sombre, presque cuivrée à la lueur des flammes. Élisa comprit. Un Indien. Son cœur rata un battement.
À Boston, on lui avait raconté des histoires sur les sauvages de l'Ouest, sur la façon dont ils attaquaient les colons, les capturaient, les tuaient. Sa tante Martha disait « Cotmans ». Mais cet homme l'avait tiré de la neige. Il l'avait amené ici. Il avait allumé un feu. Élisa se força à respirer calmement. Il ne se retourna pas. Il était simplement assis, faisant quelque chose de ses mains qu'elle ne pouvait distinguer. « Où suis-je » demanda-t-elle à voix basse. Sa voix tremblait. Il se tourna. Élisa vit son visage. Des traits marqués, des pommettes hautes, des yeux sombres où se reflétait le feu. Il était jeune, pas plus de 30 ans. Son regard était sérieux, mais pas méchant. « En sécurité », dit-il. Son anglaise était accentuée, mais claire et compréhensible. « Mon cheval, il est vivant, tout près ?» Élisa soupira de soulagement. « Vous m'avez sauvé. » Il ne répondit pas, hocha simplement la tête et retourna à son ouvrage. Élisa distingua alors qu'il broyait quelque chose dans un petit bol en pierre. Des herbes, des feuilles. Puis il se leva et s'approcha d'elle. Instinctivement, elle recula autant qu'elle le put. « N'aie pas peur, dit-il, ça va t'aider. » Il s'accroupit à côté d'elle et lui tendit le bol. Élisa regarda le liquide à l'intérieur, d'un vert sombre, à l'odeur amère. « Que te sigiatos. » Elle hésita. Il attendit patiemment, sans insister. Élisa le regarda dans les yeux et comprit que s'il avait voulu lui faire du mal, il l'aurait déjà fait. Elle prit le bol, le porta à ses lèvres et but une gorgée. C'était amer, désagréable, mais supportable. Elle but jusqu'à la dernière goutte. 1520. Élisa voulait lui demander qui il était, où il se trouvait, ce qui allait se passer. Mais la fatigue la submergea de nouveau, et elle eut juste le temps de murmurer « Côte en vin ». Il ne répondit pas. Il retourna simplement près du feu. Le lendemain matin, Élisa se réveilla seule. Le feu brûlait encore, et à côté se trouvait un bol en bois, contenant une sorte de bouillie, et un autre bol de eau. Elle s'assit avec précaution. Son corps était endolori, mais elle ne sentait plus le froid. Ses bras et ses jambes bougeaient normalement. Elle regarda autour d'elle. L'abri était simple. Une armature de perche recouverte de peau. Un tipi, comprit-elle. Elle en avait vu sur des dessins. L'entrée l'était couverte par une peau. Dehors, on entendait le vent, mais à l'intérieur, c'était calme et chaud. Elle goûta la bouillie. Fade, mais mangeable. Elle but le io. Puis elle se leva, chancela mais tint bon. Elle s'approcha de l'entrée et écarta la peau. La neige avait cessé de tomber. Le matin était clair et glacial. La forêt alentour était blanche, immaculée. Son cheval se tenait non loin, attaché à un arbre, mâchant du foin. Et près du tipi, il était assis. Le même Indien. Il taillait un bâton avec un couteau. En entendant Élisa sortir, il leva les yeux. « Que 30-22, dit-il. Que 30-23. » Il la jaugea du regard, puis retourna à son travail. Élisa s'approcha, s'enveloppant dans la couverture qu'il avait dû poser sur elle pendant la nuit. Sa robe et sa cape séchaient sur une corde tendue entre deux arbres. « Comment m'avez-vous trouvé » demanda-t-elle. « Je te suivais depuis 2 jours, » répondit-il sans la regarder. « J'ai vu que tu étais perdu. Hier, tu as cessé d'avancer. Alors je suis venu. » 2 jours ? Il hocha la tête. Pourquoi ne pas être venu plus tôt ? Il s'arrêta et la regarda. Côté 28. Élisa sentit le rouge lui monter aux joues. Côté 29. Côté 30. Il dit cela sans méchanceté comme une simple constatation. Élisa se mordit la lèvre. Côté 31, côté 32. Côté 21. Côté 34. Élisa ne sut que répondre. Il se remit à tailler son bâton. Elle le regardait, observant les mouvements assurés de ses mains, son visage concentré. Elle voulait lui demander son nom, mais craignait de paraître indiscrète. « Côte 135 » demanda-t-elle finalement. Il leva les yeux. « Côte 106 » Élisa répéta ce nom pour elle-même. C'était beau.
étrange, différent de tous les noms qu'elle connaissait. Kederseto, il hocha la tête. Koterstitui. Son nom prononcé par lui sonnait différemment, plus doux, plus chantant. Elisa sentit quelque chose frémir en elle. 139, code 140, code 180. Corbeau la fixa en silence pendant quelques secondes, puis il acquiesça. Code 150, code 140, cota. Elisa laissa échapper un soupir de soulagement. Elle avait craint qu'il refuse, ou qu'il exige quelque chose en retour. Code 156. Et il se leva, secouant les copeaux de ses vêtements. Code 150. Et il s'enfonça dans la forêt sans un regard en arrière. Elisa passa le reste de la journée dans le tipi. Corbeau n'apparut que rarement pour apporter du bois, de l'eau ou vérifier comment elle allait. Il parlait peu. Elisa tenta d'engager la conversation à plusieurs reprises, mais il répondait brièvement avant de repartir. Elle pensait à cet homme étrange, si différent de tous ceux qu'elle avait connus. À Boston, les hommes étaient bavards, polis, distants. Corbeau était silencieux, mais ne semblait pas grossier. Il était simplement là, comme une partie de la forêt, comme la neige ou le vent. Le soir, il apporta de la viande de cerf rôtie sur les braises. Ils mangèrent en silence. Elisa surprit son regard plusieurs fois et détourna les yeux. Elle était mal à l'aise, non par peur, mais par un autre sentiment. Il la regardait différemment des autres hommes, sans curiosité, sans désir d'impressionner. Il la regardait comme s'il voyait à travers elle. « Kutanki » demanda-t-elle pour rompre le silence. Il ne répondit pas tout de suite. Puis il dit « Il la regarda. » Elisa voulut en savoir plus, mais comprit qu'elle ne devait pas insister. C'était quelque chose de personnel, de douloureux. Elle hocha la tête. 4. Corbeau eut un sourire à peine perceptible, mais elle le vit. 55. Et il sortit de nouveau. Elisa resta près du feu, regardant les flammes et pensant que son monde et le sien étaient différents, qu'un abîme les séparait, un abîme infranchissable, et que demain, il la conduirait au fort et qu'elle ne le reverrait plus jamais. Et pourquoi cette pensée lui serrait le cœur? Corbeau ne dormait pas. Il était allongé de l'autre côté du tipi, enroulé dans une peau, écoutant la femme respirer. Régulièrement, calmement. Elle s'était endormie rapidement, vaincue par la fatigue. Lui ne parvenait pas à fermer l'œil. Elisa. Il répétait son nom en silence, essayant de comprendre pourquoi il s'était ancré dans son esprit. Pourquoi il ne pouvait cesser de penser à elle depuis qu'il l'avait vue pour la première fois, 2 jours plus tôt, errant dans la forêt, perdu. Il s'était contenté d'observer. Il voulait savoir qui elle était. Une femme blanche seule dans la forêt, c'était soit de la folie, soit du désespoir. Il l'avait vue chercher son chemin, vu sa monture faiblir, l'avait vue elle-même perdre ses forces. Il aurait pu intervenir plus tôt, mais il ne l'avait pas fait, car les Blancs n'apportaient que des malheurs. Son peuple le savait trop bien. Mais la veille, quand il l'avait vue assise contre un arbre, immobile, couverte de neige, quelque chose en lui avait cédé. Il s'était approché, avait balayé la neige de son visage et avait compris qu'elle respirait encore, faiblement, encore un peu, et il aurait été trop tard. Corbeau l'avait prise dans ses bras. Elle était légère, presque immatérielle. Son visage était pâle, ses lèvres bleues. Il l'avait ramenée au tipi, lui avait retiré ses vêtements trempés, l'avait enveloppé dans des peaux, lui avait frictionné les mains et les pieds pour faire revenir le sang. Il avait préparé une décoction d'écorce de saule et de racines de gingembre, un remède que sa grand-mère lui avait enseigné. Il la lui avait administrée goutte à goutte, veillant à ce qu'elle ne s'étouffe pas. Toute la nuit, il était resté assis près d'elle, alimentant le feu, la regardant respirer. Et quelque part, à l'aube, quand ses joues avaient entrepris des couleurs et sa respiration était devenue régulière, Corbeau s'était permis de la regarder vraiment. Ses cheveux étaient clairs, presque couleur de miel, défaits et étalés sur la peau. Il n'avait jamais vu de tels cheveux de près. Ils le lui semblaient étranges, presque irréels, comme des rayons de soleil capturés dans des fils.
Son visage était fin, aux traits doux, un petit nez, des sourcils délicats, des pommettes hautes. Ce n'était pas une beauté au sens où il l'entendait, une beauté vive et forte comme celle des femmes de sa tribu. Mais il y avait en elle une fragilité qui forçait le regard, comme une fleur perçant la neige. Corbeau effleura sa joue de son doigt, vérifiant sa température. La peau était douce, chaude, vivante. Il retira sa main comme s'il s'était brûlé. Cut 156. Mais maintenant, allongé dans le noir, écoutant sa respiration, Corbeau comprenait qu'il ne pourrait pas oublier. Le matin, il quitta le tipi avant son réveil. Il fallait vérifier les pièges, ramasser du bois, tout préparer pour la route. Le travail l'aidait à ne pas penser. Quand Élisa sortit, Corbeau était assis près du feu, taillant un bâton pour une nouvelle lance. Il sentit son regard, mais ne leva pas la tête. Il l'entendit s'approcher, s'arrêter à quelques pas. Elle lui parla, lui demanda comment il l'avait trouvée. Corbeau répondit brièvement, sans entrer dans les détails. Il ne voulait pas qu'elle sache depuis combien de temps il la suivait. Il ne voulait pas qu'elle comprenne qu'il n'avait pas pu simplement passer son chemin. Quand elle prononça son nom, Corbeau leva les yeux et la vit de nouveau, non plus endormie et pâle, mais vivante. Ses yeux étaient gris, comme le ciel du matin avant la neige. Il le regardait droit, sans peur, bien qu'il vît qu'elle était nerveuse. Un léger sourire effleura ses lèvres, incertain mais sincère. Corbeau répéta son nom. Cote 157. Et vit quelque chose passer dans ses yeux. De la surprise? De la gêne? Il ne comprit pas. Puis elle parla de son fiancé, de Fort Laramie, de son mariage imminent. Corbeau sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Brusquement, de manière inattendue. Il hocha la tête, lui dit qu'il l'y conduirait, parce que c'était la chose à faire, parce qu'elle n'était pas à lui, elle ne le serait jamais. La journée passa vite. Corbeau chassa se prépara pour la route du lendemain. Élisa resta dans le tipi, se reposant. Il n'y entra que rarement pour lui apporter le nécessaire avant de repartir. Il ne voulait pas rester trop longtemps près d'elle. Il ne voulait pas s'habituer. Mais le soir, pendant qu'il dînait, elle lui parla de nouveau, lui demanda pourquoi il vivait seul. Corbeau n'avait pas l'intention de répondre, mais les mots sortirent d'eux-mêmes. La réserve, la cage. Élisa dit qu'elle comprenait. Corbeau eut un sourire ironique. Elle ne pouvait pas comprendre. Comment une femme blanche, qui avait vécu toute sa vie en ville, pouvait-elle comprendre ce que signifiait perdre sa liberté? Ce que signifiait voir son peuple parqué comme du bétail, voir la terre qui était sa maison devenir étrangère. Il sortit pour ne pas en dire trop. Il s'assit près du feu extérieur, regardant les étoiles. La lune était presque pleine, éclairant la neige d'une lumière argentée. C'était calme, beau, solitaire. Corbeau ferma les yeux. Il se souvint du visage d'Élisa, de la façon dont elle l'avait regardé quand il avait parlé de la réserve. Il n'y avait pas de pitié dans ses yeux, seulement de l'attention, seulement le désir de comprendre. Peut-être essayait-elle vraiment de comprendre. Cette nuit-là, Corbeau fut réveillé par un son faible, étouffé. Il s'assit, tendit l'oreille. Élisa pleurait. Elle essayait de le faire en silence, pour ne pas le réveiller. Mais le tipi était exigu, et il entendait chaque sanglot, chaque inspiration saccadée. Corbeau resta allongé quelques minutes, ne sachant que faire. S'approcher, lui demander ce qui n'allait pas, ou faire semblant de dormir. Puis il se leva, il s'approcha d'elle. Elle était allongée, tournée vers la paroi, enroulée dans sa couverture. Ses épaules tremblaient. « Kutsuwanat », dit-il doucement. Elle sursauta, s'immobilisa. Elle essuya son visage d'un revers de main, sans se retourner. Coton sent que, coton sent. Elle garda le silence un instant. Puis, très bas, cotoissan, cotsonsta. Élisa se tourna vers lui. Son visage était fapigné de larmes, ses yeux rouges. Elle avait l'air si jeune, presque une enfant. De tout. Je ne sais pas ce qui m'attend. Je n'ai jamais vu Jonathan. Je ne sais pas comment il sera.
Je ne sais pas si je pourrais vivre là-bas, épouser un inconnu, être l'épouse qu'on attend que je sois. Corbeau s'assit près d'elle. Pas trop près, mais assez pour qu'elle sente sa présence. « Qu'au 104 » demanda-t-il. Elisa essuya ses larmes, soupira. « Que t'es mon 105 » Corbeau garda le silence. Il comprenait. Il savait ce que signifiait ne pas avoir le choix. Quand les Blancs étaient arrivés sur leur terre, son peuple non plus n'avait pas eu le choix. Partir ou mourir. Tu es forte, dit-il. Tu es venue de si loin. Tu n'as pas abandonné dans la forêt. Elisa le regarda. J'ai abandonné. Tu m'as trouvée alors que j'étais prête à mourir. Mais tu n'es pas morte. Elle esquissa un faible sourire à travers ses larmes. Grâce à toi. Corbeau voulut ajouter quelque chose, mais ne trouva pas les mots. Il resta simplement assis près d'elle, la regardant, ses joues humides, ses lèvres tremblantes, ses yeux où se lisaient la douleur et la fatigue. Il aurait voulu la réconforter, la prendre dans ses bras, lui dire que tout irait bien, mais il ne le pouvait pas, parce qu'il ne savait pas si tout irait bien, et parce qu'il y avait entre eux une frontière qu'il n'avait pas le droit de franchir. Que te sens, Elisa hocha la tête. Elle se recoucha, se couvrit de sa couverture. Corbeau retourna à sa place. Il s'allongea, ferma les yeux, mais le sommeil ne vint pas. Le matin, ils se préparèrent à partir. Corbeau vérifia le cheval d'Elisa, resserra les sangles, mit des provisions dans une sacoche de sel, de la viande séchée, des galettes, de lait. Elisa s'habilla. Sa robe et sa cape étaient sèches. Elle semblait pâle, mais résolue. « Coton s'annonce » demanda Corbeau. Elle hocha la tête. « Côte y en 112. » Il l'aida à monter en selle. Il toucha sa main juste une seconde, mais sentit la peau douce tressaillir sous ses doigts. Elisa le regarda, et dans son regard passa quelque chose qu'il ne sut déchiffrer. Corbeau détourna les yeux. Il se mit en marche. Elle le suivait. La forêt était silencieuse, blanche, paisible. La neige crissait sous ses pas. Le vent murmurait dans les pins. Corbeau marchait vite, mais pas trop, pour qu'elle puisse suivre. Il se retourna plusieurs fois pour vérifier. Elisa se tenait droite, en selle, regardant devant elle. Parfois, son regard glissait sur la forêt, sur la neige, sur lui. Corbeau sentait ce regard comme une caresse. Vers midi, ils atteignirent une clairière. Corbeau s'arrêta, montrant du doigt le bord opposé. Que t'en centra. Elisa descendit de cheval. Corbeau alluma un petit feu, sortit la nourriture. Ils mangèrent en silence. Puis Elisa dit « Cotuman 164. Coto 160. » Elle hocha la tête. Elle fixait le feu. Corbeau la voyait se mordre la lèvre, ses doigts serraient le bord de sa cape. « Côte 167 » demanda-t-il. Elisa le regarda. « Côte 167. » Corbeau voulut lui dire qu'elle n'était pas obligée, qu'elle pouvait rester ici, dans la forêt, avec lui, qu'il la protégerait, lui apprendrait à survivre, lui montrerait comment vivre libre. Mais c'était de la folie. Elle était blanche. Il était indien. Son fiancé l'attendait. Elle avait une vie dans laquelle il n'avait pas sa place. Corbeau se leva, piétina le feu. Il est temps de repartir. Elisa se releva, monta à cheval. Ils se remirent en route. À chaque pas, le fort se rapprochait. À chaque pas, Corbeau sentait quelque chose en lui protester, crier, exiger de s'arrêter. Mais il continuait d'avancer, parce que c'était la chose à faire. Le soir, la forêt commença à s'éclaircir. Devant eux apparut une route, large, bien tracée. Corbeau s'arrêta. Cotos 9. Elisa descendit de cheval. Elle s'approcha de lui. Elle se tenait près de lui, le regardant dans les yeux. « Merci, dit-elle, pour tout. Tu m'as sauvé la vie. » Corbeau hocha la tête. « Vis bien. » Elisa sourit, un sourire triste, incertain. « Toi aussi. »
Elle se tourna, prit les rênes. Corbeau la regarda mener son cheval vers la route, s'arrêter, se retourner. Leurs regards suaves se croisèrent. Quelques secondes, une éternité. Puis Élisa monta en selle et partit. Corbeau resta là, la regardant s'éloigner. La regardant devenir de plus en plus petite, de plus en plus lointaine. La regardant disparaître au détour d'un virage. Et ce n'est que lorsqu'elle fut hors de vue qu'il se permit d'expirer. Il se tourna et retourna dans la forêt. Seul, Fort Laramie accueillit Élisa avec le crépuscule et le froid. Elle franchit la porte principale, alors que le soleil avait déjà disparu derrière l'horizon, ne laissant qu'une pâle bande rosée dans le ciel. Des torches brûlaient le long de la palissade, jetant une lumière vacillante sur la terre battue de la cour. Une odeur de fumée, de chevaux et de quelque chose d'acide flottait dans l'air. Élisa arrêta sa jument et regarda autour d'elle. Le fort était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Plusieurs bâtiments en bois, des casernes, des entrepôts, une grande maison au centre. À droite, un bâtiment portait l'enseigne Côte-Sodouas. À gauche, un saloon d'où s'échappaient des rires et des voix. Élisa serra les rênes plus fort. Son cœur battait la chamade. Elle était arrivée, enfin, mais elle ne ressentait aucune joie, seulement de la peur. Un homme en uniforme militaire usé sortit du poste de garde et la regarda avec curiosité. Élisa descendit de cheval. Ses jambes tremblaient de fatigue, de froid et d'angoisse. « Je cherche Jonathan Webb, le marchand de fourrure. » Le soldat hocha la tête. « Monsieur Webb, il est au comptoir. Allez-y, c'est tout droit. » Élisa le remercia et mena son cheval. Elle s'approcha du comptoir, attacha sa jument et monta sur le porche. La porte était lourde et grinça lorsqu'elle l'ouvrit. L'intérieur était chaud et encombré. Le long des murs, des étagères croulaient sous les marchandises. Au fond, derrière le comptoir, un homme parlait à un client. Élisa s'arrêta près de l'entrée, hésitante. L'homme derrière sur le comptoir leva les yeux et la vit. Il se figea. Puis il termina rapidement sa conversation, raccompagna son client et s'approcha d'Élisa. « Que t'aimais qui demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Que il expira, et un soulagement visible passa sur son visage. Élisa l'observa attentivement. Jonathan Webb était plus grand que la moyenne, de carrure solide, avec de larges épaules et des mains calleuses. Son visage était buriné, aux traits durs, une mâchoire carrée, un nez droit, des yeux gris sous des sourcils épais. Ses cheveux sombres, coupés courts, grisonnaient aux tempes. Il paraissait plus âgé qu'elle ne l'avait pensé, une quarantaine d'années, peut-être plus. Il était vêtu simplement, pas effrayant, pas grossier, simplement un étranger. Côte 180, Jonathan fronça les sourcils. Côte manquant d'avance. Élisa ne savait que répondre. Dire la vérité, qu'un Indien l'avait sauvée, qu'elle avait passé 3 jours dans son tipi. Un chasseur, mentit-elle. Il m'a trouvé et m'a aidé à retrouver le chemin. Jonathan hocha la tête, acceptant l'explication. Coton 183. Élisa sentit une pointe de culpabilité. Il l'avait cherché. Il s'était inquiété. Côte on en Il prit le sac qu'elle tenait à la main. Venez. Je vous ai préparé une chambre. À l'auberge, à côté du comptoir. Ce n'est pas le grand luxe, bien sûr, mais c'est propre et chaud. Élisa acquiesça. Ils sortirent du comptoir. Jonathan prit son cheval par la bride et le mena à l'écurie. Élisa marchait à ses côtés, en silence. La chambre de l'auberge était petite, un lit, une table, une chaise, un poêle dans un coin. Jonathan posa le sac, alluma un feu dans le poêle. « Je vais vous apporter de l'eau, dit-il, et à manger. Vous devez avoir faim. »« Merci. » Il sortit. Élisa resta seule. Elle s'assit sur le lit, retira sa cape, ses gants. Ses mains tremblaient. Elle se regarda dans le petit miroir trouble au-dessus de la table. Un visage pâle, des cheveux en désordre, des cernes sous les yeux. Elle avait l'air épuisée. « Tu es arrivé, se dit-elle.
c'est ce que tu voulais. Tout ira bien. » Mais son cœur se serrait. Elle se souvint de Corbeau, de son regard sur la route, au moment de se dire adieu, sérieux, sans un sourire. Comme s'il avait voulu dire quelque chose, mais ne l'avait pas fait. Élisa ferma les yeux, tenta de chasser cette pensée. Corbeau appartenait au passé, à la forêt, là où était sa place. Sa place à elle était ici, avec Jonathan. On frappa à la porte. Jonathan revint avec une bassine d'eau, une serviette et une assiette de nourriture. Il posa le tout sur la table. Côte de Sangui, Élisa hocha la tête. Côte de Sangui. Il s'attarda sur le seuil, la regardant. « Je suis heureux que vous soyez arrivée, Élisa, vraiment. » Elle essaya de sourire. Moi aussi. Jonathan sortit. Élisa entendit ses pas s'éloigner dans le couloir. Elle s'approcha de la table, mangea un peu, sans appétit. Puis elle se lava, s'allongea sur le lit, tout habillée. Le sommeil ne vint pas. Elle resta là, les yeux fixés sur le plafond, écoutant le crépitement du bois dans le poêle. Elle pensait à Jonathan. Il lui semblait être un homme bon, sérieux, attentionné, travailleur, exactement comme elle se l'était imaginé d'après ses lettres. Mais il manquait quelque chose. Il n'y avait ni chaleur, ni excitation, ni intérêt. Il était un étranger, comme si un mur invisible mais infranchissable se dressait entre eux. Le lendemain matin, un coup à la porte réveilla Élisa. Elle sursauta, ne réalisant pas tout de suite où elle était. Puis elle se souvint. Le fort, l'auberge, Jonathan. Elle s'assit sur le lit, arrangea ses cheveux. « Oui, Élisa, c'est moi, » dit la voix de Jonathan de l'autre côté de la porte. « Je peux entrer ?»« 1 minute. » Elle se leva rapidement, jeta un châle sur ses épaules et ouvrit la porte. Jonathan se tenait là avec un plateau. Le petit déjeuner. « Je vous ai apporté à manger, » dit-il. « Je pensais que vous auriez faim. » Merci. Il entra, posa le plateau sur la table. Élisa s'assit et commença à manger. Jonathan s'assit en face d'elle, la regardant. Ce n'était pas vrai. Elle n'avait presque pas dormi. Mais elle ne voulait pas l'admettre. « Bien, alors nous pouvons parler. » Élisa posa sa fourchette et le regarda. « De quoi ?»« De nous. Du mariage. Je pense que nous devrions nous marier bientôt. Il y a un prêtre ici, l'aumônier du fort. Il peut nous unir n'importe quel jour. J'aimerais organiser cela dans 1 semaine, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. » Élisa sentit son cœur sombrer. 1 semaine. Seulement 1 semaine. Si vite? Jonathan hocha la tête. « Je ne vois pas l'intérêt d'attendre. Nous savions tous les deux pourquoi vous veniez ici. Je suis prêt. J'espère que vous l'êtes aussi. » Élisa voulut dire non. Elle voulut demander plus de temps. Mais que pouvait-elle dire? Qu'elle avait peur, qu'elle n'était pas prête. Ce serait stupide. Elle était venue ici pour se marier. C'était un accord. « Je suis prête, » dit-elle à haute voix basse. Jonathan sourit, pour la première fois depuis leur rencontre. Un sourire contenu, mais sincère. « Bien. Alors commençons les préparatifs. Il vous faudra une robe. Il y a du tissu au comptoir, je peux demander à la femme du lieutenant de vous aider à la coudre. Elle coude très bien. » Élisa acquiesça. Jonathan continua de parler. Du mariage, de l'endroit où il vivrait, une maison près du comptoir, 2 pièces, simples mais solides, de son travail, de ce qu'elle ferait. Élisa écoutait, hochait la tête, répondait quand il le fallait. Mais ses pensées étaient ailleurs. Elle pensait à la forêt, à la neige, au tipi où il faisait chaud et calme, à Corbeau qui la regardait comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon. Élisa fit la connaissance des gens du fort. La femme du lieutenant, Madame Carter, une femme d'âge mûr, stricte mais gentille, qui se chargea de la robe. L'aumônier, le père O'Brien, un Irlandais aux cheveux gris et aux yeux pétillants, qui se dit ravi de les unir. Les voisins de Jonathan, des marchands, des chasseurs, des soldats. Tous étaient impolis, accueillants.
Tous lui souhaitaient du bonheur. Élisa souriait, remerciait, disait ce qu'on attendait d'elle. Mais à l'intérieur, c'était le vide. Jonathan était attentionné. Chaque jour, il venait la voir, lui apportant quelque chose, de la nourriture, des fleurs, séchées, bien sûr, c'était l'hiver, des livres. Il lui parlait de sa vie, de son arrivée dans l'Ouest 20 ans plus tôt, de la façon dont il avait bâti son commerce à partir de rien. C'était un homme intelligent, travailleur, juste, un homme bon. Mais quand il lui prenait la main, Élisa ne sentait rien, seulement du froid. Elle essayait. Elle essayait de trouver en lui quelque chose qui ferait battre son cœur plus vite. Elle essayait de s'imaginer en sa femme, en mère de ses enfants. Elle essayait de se convaincre que c'était la bonne décision. Mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, ce n'était pas Jonathan qu'elle voyait. Elle voyait les yeux sombres de Corbeau. Elle entendait sa voix. Elle sentait son regard sur elle, sérieux, attentif, comme si elle n'était pas seulement une femme, mais quelque chose d'important, de précieux. C'est mal, se disait-elle. Il est un étranger. Il n'est pas de ton monde. Tu ne le reverras jamais. Mais son cœur ne voulait rien entendre. La veille du mariage, Élisa sortit se promener. Elle avait besoin de prendre l'air, de chasser ses pensées. Elle quitta le fort par la porte arrière et se dirigea vers la rivière. La neige crissait sous ses pieds. L'air était glacial et pur. Elle s'arrêta au bord de l'Eau. La rivière n'était pas gelée. Le courant était fort et rapide. L'eau sombre et froide grondait en se brisant sur les rochers. Elle pensait au lendemain, au fait qu'elle mettrait une robe blanche, irait à la chapelle, dirait que ton vie. Elle deviendrait la femme de Jonathan Webb. Elle commencerait une nouvelle vie, une vie correcte. Mais alors, pourquoi avait-elle si mal? Elle sursauta et se retourna. Jonathan se tenait à quelques pas, la regardant. Élisa expira, tenta de sourire. Il s'approcha, se tint à côté d'elle. Jonathan hocha la tête. Il garda le silence un moment, puis dit « Élisa le regarda. Il y avait de la sincérité dans ses yeux. Il le pensait vraiment. Il voulait vraiment qu'elle soit heureuse. « Merci, dit-elle doucement. Jonathan lui prit la main et la serra. Élisa ne la retira pas. Elle resta là, regardant la rivière et pensant que demain, sa vie changerait pour toujours, et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Le matin du mariage fut clair et froid. Le soleil se leva sur les toits du fort, illuminant la neige blanche et la faisant scintiller de mille feux. Élisa se réveilla tôt, allongée sur son lit, regardant le plafond, écoutant le fort s'éveiller. C'était un matin ordinaire pour tout le monde, mais pas pour elle. Aujourd'hui, elle se mariait. Elle s'assit, posa les pieds sur le sol. Le froid la saisit à travers sa chemise de nuit. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda la cour. Les gens vaquaient à leurs occupations. Personne ne la regardait. Personne ne savait le tumulte qui régnait en elle. La robe était suspendue à une chaise, blanche, simple, cousue par Madame Carter en une semaine. Élisa la caressa de la main, sentant le tissu doux sous ses doigts. Côte va. Mais les mots sonnaient creux. On frappa à la porte. Madame Carter entra avec une bassine d'eau chaude et une serviette. « Bonjour, ma chère, » dit-elle d'un ton enjoué. « Il est temps de se préparer. Monsieur Webb est déjà à la chapelle. Il s'impatiente. » Madame Carter l'aida à se laver, à se coiffer, puis à enfiler la robe. « Côte de 30. » Élisa tenta de sourire, mais ce fut sans conviction. Madame Carter le remarqua et posa une main sur son épaule. Élisa la regarda. Qu'était 232. Madame Carter lui serra l'épaule plus fort. Alors vous apprendrez à le respecter. C'est aussi suffisant pour un mariage heureux. La chapelle était un petit bâtiment près de la maison des officiers. L'intérieur était exigu, sentant l'encens et la poussière. Quelques personnes étaient réunies. Les Carter, quelques soldats, 2 ou 3 marchands.
Jonathan se tenait près de l'autel dans un costume neuf, sombre et strict. À ses côtés, le père O'Brien, en soutane, tenait un missel. Elisa entra. Tous se tournèrent envers elle. Jonathan sourit, un sourire large et sincère. Elisa se força à lui rendre son sourire. Elle s'avança lentement dans l'allée. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde l'entendait. Elle arriva à l'autel, se tint à côté de Jonathan. Il lui prit la main. Elle ne la retira pas, bien qu'elle en eût envie. Le père O'Brien commença la cérémonie. Il lisait des prières, parlait du mariage, du devoir, de l'amour. Elisa écoutait, mais les mots ne l'atteignaient pas. Elle regardait les bougies, leurs flammes vacillantes, et pensait à un autre feu, celui qui brûlait dans le tipi, dans la forêt, quand elle était assise près de Corbeau et se sentait en sécurité. Elisa Green, dit la voix du père O'Brien, l'attirant de ses pensées. Prenez-vous Jonathan Webb pour légitime époux, promettez-vous de l'aimer, de le respecter, de lui être fidèle en toutes circonstances de la vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Yatishki Dinitsandas. Elisa ouvrit la bouche. Elle devait dire « oui ». Un seul mot, simple, court, mais sa langue refusait de bouger. Elle regarda Jonathan. Il la regardait avec espoir, avec attente. Un homme bon, honnête, gentil, mais pas le bon. La porte de la chapelle s'ouvrit avec fracas. Tous se retournèrent. Sur le seuil se tenait un soldat, essoufflé, alarmé. Côte d'un 37. Un tumulte éclata. Le lieutenant se précipita dehors, suivi par les autres hommes. Jonathan lâcha la main d'Elisa, regarda le père O'Brien. Côte 230 pieds. Jonathan sortit. Elisa resta figée près de l'autel, sentant un frisson glacial parcourir son dos. Des Indiens. Elle courut vers la sortie. Madame Carter lui cria « Elisa, où allez-vous » Mais elle n'écouta pas. Elle sortit de la chapelle, traversa la cour en courant vers les portes. Les soldats couraient vers les remparts, s'emparant de leurs fusils. Le lieutenant Carter se tenait sur une plateforme en bois près de la porte, regardant dans une longue vue. Jonathan était à ses côtés. Elisa arriva en courant, agrippa la manche de Jonathan. Que se passe-t-il? Il se retourna, fronçant les sourcils. Retournez à la chapelle. Ce n'est pas un endroit pour une femme. Que se passe-t-il? Répéta-t-elle. Jonathan soupira. Des Indiens, une vingtaine. Ils sont à cheval à la lisière de la forêt. Pour l'instant qu'ils ne bougent pas et elle ne bouge pas. Ils attendent ça. Elisa sentit son cœur se serrer. Elle monta sur la plateforme, s'approcha du bord et regarda, et elle les vit. Des cavaliers se découpant sur le fond de neige et d'arbres, immobiles comme des statues. Et l'un d'eux, Elisa le reconnut immédiatement. Malgré la distance, l'un d'eux était Corbeau. Il était assis sur un cheval tacheté vêtu de sa veste en peau de cerf, une lance à la main. Ses cheveux flottaient au vent. Son visage était sérieux, impassible. Il regardait le fort. Il la regardait. Elisa se figea. Elle ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus détacher son regard. Pourquoi est-il ici? Que fait-il? Le lieutenant Carter baissa sa longue vue. « Je vais aller leur parler, dit-il. Savoir ce qu'ils veulent. Hein. »« Je viens avec vous, dit Jonathan. « Non. Restez ici. Je prends l'interprète. » Le lieutenant descendit de la plateforme. Un instant plus tard, un vieil homme à la barbe grise le rejoignit. Le lieutenant et l'interprète sortirent par la porte et s'avancèrent lentement vers les cavaliers. Elisa regardait, fascinée. Elle vit le lieutenant s'arrêter à quelques pas des Indiens, se mettre à parler. L'interprète traduisait. L'un des Indiens, plus âgé que Corbeau, répondit. La conversation dura quelques minutes. Puis le lieutenant se retourna et revint. Les Indiens ne bougèrent pas. Le lieutenant remonta sur la plateforme, l'air perplexe. « Que veulent-ils » demanda Jonathan.
Le lieutenant regarda Élisa, puis Jonathan. Ils veulent bien parler à la femme blanche en robe de mariée. Un silence se fit. Tous les regards se tournèrent vers Élisa. À moi, souffla-t-elle. Le lieutenant hocha la tête. Ils ont dit qu'ils ne partiraient maintenant pas sans lui avoir parlé. Jonathan s'avança. Que 52. Le lieutenant fronça les sourcils. Côté 253. Côté 258. Côté 255. Jonathan serra les poings. Élisa regardait les Indiens. Regardait Corbeau. Il ne bougeait pas. Il était simplement assis là, à la regarder. Côté 256, dit-elle doucement. Côté 257. Côté 258. Côté 269. Élisa le regarda dans les yeux. Côté 260. Jonathan voulut protester. Mais le lieutenant l'arrêta. Si Miss Green est d'accord, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais je l'accompagne. Élisa hocha la tête. Elle descendit de la plateforme. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Elle traversa la cour vers la porte, sentant des dizaines de regards sur elle. Ils sortirent du fort. La neige crissait sous ses pieds. Un vent froid agitait le bas de sa robe. Elle s'avança lentement, les yeux fixés sur Corbeau. Ils s'arrêtèrent à quelques pas. Le lieutenant dit quelque chose à l'interprète. L'Indien le plus âgé hocha la tête et regarda Corbeau. Corbeau descendit de cheval et s'avança. Élisa retint son souffle, et il se tenait devant elle, grand, fort, ses yeux sombres brûlant d'une flamme qu'elle ne pouvait déchiffrer. Il gardait le silence. Il la regardait, simplement. « Côté 62 » demanda-t-elle à voix basse, sachant qu'il la comprendrait. Corbeau ne répondit pas tout de suite. Puis il dit « Je ne pouvais pas. » « Tu ne pouvais pas quoi ? Te laisser faire une erreur. » Élisa sentit quelque chose vaciller en elle. « Ce n'est pas une erreur. C'est ma vie, mon choix. » « Un choix ?» dit Corbeau avec un sourire amer. « Tu n'avais pas le choix. Tu l'as dit toi-même. » Élisa recula d'un pas. Jonathan s'avança. « Que dit-il » Le lieutenant, écoutant l'interprète, fronça les sourcils. Côte 269, Jonathan regarda Élisa. Côte 270. Élisa ne pouvait pas mentir. Elle hocha la tête. Côte 271, un silence. Jonathan pâlit. Côte 272. Côte 263. Côte 264. Élisa regarda Corbeau. Il la fixait, sans détourner le regard. Côte 215. Elle entendit ces mots traduits. Elle entendit Jonathan jurer entre ses dents. Elle entendit le lieutenant poser la main sur la crosse de son revolver. Mais tout cela semblait lointain, comme derrière un mur. Elle ne voyait que Corbeau, n'entendait que sa voix. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Tu le peux. »« Non, je suis blanche, tu es indien, c'est impossible. » Corbeau s'approcha. Le lieutenant fit un mouvement, mais Élisa leva la main pour l'arrêter. « Rien n'est impossible, » dit Corbeau, « sauf ce que nous rendons nous-mêmes impossible. » Élisa sentit les larmes lui monter aux yeux. « J'ai fait une promesse à Jonathan. Je suis venue ici pour être sa femme. Tu as fait cette promesse quand tu ne connaissais pas d'autre chemin. Maintenant, tu en connais un. » Quel chemin? Corbeau la regarda dans les yeux. Et pour la première fois, elle vit dans son regard quelque chose de nouveau, de la vulnérabilité, de la peur. « Avec moi, » dit-il doucement. « Reste avec moi. Je te protégerai. Je prendrai soin de toi. Je t'aimerai comme personne ne le pourra jamais. » Les larmes coulèrent sur ses joues. Élisa ne les essuya pas. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Si je pars avec toi, je perdrai tout. Les gens me maudiront, me traiteront de traîtresse. Je ne pourrai jamais revenir. » « Alors ne reviens pas. C'est de la folie. »
Non, la folie, c'est d'épouser un homme que l'on n'aime pas, quand son cœur en appelle un autre. Élisa ferma les yeux. Son cœur battait si fort que c'en était douloureux. Tout en elle criait que d'être. Mais sa raison disait autre chose que de. Elle rouvrit les yeux. Elle regarda Jonathan. Il se tenait là, pâle, les poings serrés, la regardant avec un mélange de douleur et de colère. Puis elle regarda Corbeau. Il attendait calmement. Il n'insistait pas. Il ne demandait rien. Il attendait simplement sa décision. Et Élisa comprit. Elle comprit que toute sa vie, elle avait fait ce qu'on attendait d'elle. Elle avait écouté sa tante, accepté un mariage avec un inconnu, traversé la moitié du pays pour tenir une promesse faite non par amour, mais par désespoir. Et jamais elle ne s'était demandé « Et moi, que veux-je » Élisa fit un pas vers Corbeau, puis un autre, que te condati. Elle s'arrêta et se retourna. « Pardonne-moi, dit-elle, je ne voulais pas te faire de mal. Tu es un homme bon, mais je ne peux pas t'épouser, parce que mon cœur appartient à un autre. » Jonathan la regarda comme une étrangère. « Vous êtes folle. Partir avec un sauvage, vous comprenez ce que cela signifie. Je comprends. Vous serez une paria. Personne ne vous acceptera. Personne ne vous aidera. Je n'ai pas besoin d'aide. » Élisa se tourna vers Corbeau. Il lui tendit la main. Elle la prit. Sa paume était chaude, forte. Il serra fermement ses doigts. « Tu es sûr ?» demanda-t-il doucement. Élisa le regarda dans les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit sûre d'elle. Complètement, absolument. 97. Corbeau hocha la tête. Il se tourna vers ses hommes, dit quelque chose dans sa langue. L'un des cavaliers s'approcha, menant un autre cheval. Corbeau aida Élisa à monter en selle, puis monta sur son propre cheval. Côte 38. Élisa se retourna. Elle regarda le fort, les gens rassemblés aux portes, Jonathan, le visage déformé par la douleur. Elle sentit une pointe de culpabilité, mais sous cette culpabilité, il y avait quelque chose de plus fort, du soulagement, de la liberté. Côte Corbeau fit avancer son cheval. Élisa le suivit. Les autres cavaliers firent demi-tour et se mirent en route derrière eux. Ils s'éloignèrent lentement du fort, se dirigeant vers la forêt. Élisa ne se retourna pas. Elle regardait devant elle, sentant le vent froid sur son visage, entendant le crissement de la neige sous les sabots. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle respirait vraiment. La forêt les accueillit avec son silence et sa neige. Élisa chevauchait aux côtés de Corbeau, sentant le fort s'éloigner à chaque pas de sa monture. Les cavaliers avançaient en silence, d'un pas rapide mais sans hâte, avec l'assurance de ceux qui connaissent chaque sentier de ces terres. Élisa se retourna une seule fois et ne vit que la blancheur de la forêt, les troncs des pins et la neige scintillant sous le soleil d'hiver. Le fort avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Elle se retourna et regarda Corbeau. Il chevauchait en tête, le dos droit, les épaules détendues. Il ne se retournait pas. Il ne vérifiait pas si elle le suivait. Il avançait simplement, sachant qu'elle était là. Élisa serra les rênes plus fort. Ses mains tremblaient, non de froid, mais de ce qui se passait en elle. Peur, soulagement, culpabilité, joie, tout se mêlait en un nœud qui lui serrait la gorge. Elle s'était enfuie, avait abandonné son fiancé devant l'autel, était partie avec des Indiens, avec un homme qu'elle ne connaissait que depuis quelques jours. Que pour son os, pensa-t-elle. Mais aussitôt, une autre pensée surgit. Côte 301. Ils chevauchèrent longtemps. Le soleil monta dans le ciel, puis commença à décliner. Élisa ne savait pas où ils allaient. Elle ne posait pas de questions. Elle suivait simplement, faisant confiance à Corbeau, faisant confiance à ce sentiment étrange en elle qui lui disait « Quote 302 ». Le soir, ils arrivèrent dans une clairière entourée de hauts pins. Corbeau leva la main pour arrêter les cavaliers. Il descendit de cheval, s'approcha d'Élisa et lui tendit la main pour l'aider à descendre. Elle accepta son aide, sentant ses jambes engourdies par la longue chevauchée.
Nous nous arrêtons ici pour la nuit, dit Corbeau. Les autres cavaliers descendirent de leurs montures, commencèrent à allumer des feux, à desceller les chevaux. Élisa se tenait à l'écart, ne sachant que faire. Elle se sentait étrangère parmi ces hommes qui la regardaient avec curiosité, mais sans hostilité. L'un d'eux, plus âgé, s'approcha de Corbeau et lui parla dans leur langue. Corbeau répondit brièvement. L'homme âgé hocha la tête, regarda Élisa, puis repartit. Élisa s'approcha. Que disait-il? Corbeau se tourna vers elle. Il m'a demandé si j'étais sûr de ce que je faisais. Et qu'as-tu répondu? Que oui. Élisa le regarda dans les yeux. Et tu es sûr? Corbeau ne répondit pas tout de suite. Il la regarda longuement, attentivement. Puis il dit, « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de toute ma vie. » Élisa sentit une douce chaleur se répandre dans sa poitrine. Elle voulut répondre, mais ne trouva pas les mots. Elle hocha simplement la tête. Corbeau la prit par la main et la conduisit près d'un feu. Il l'assit sur une peau étendue sur la neige et posa une couverture sur ses épaules. Bientôt, on apporta à manger. De la viande de cerf, des galettes, de l'eau au seau. Élisa mangea lentement, sans sentir le goût. La fatigue l'accablait. Elle avait du mal à garder les yeux ouverts. Corbeau le remarqua. Il s'approcha et s'assit à côté d'elle. Élisa hocha la tête. Elle s'allongea sur la peau, se couvrit de la couverture. Corbeau restait assis près d'elle, alimentant le feu. Élisa regardait sa silhouette éclairée par les flammes et pensait que tout avait changé. Son ancienne vie était derrière elle. Devant elle, il y avait l'inconnu, effrayant, mais étrangement attirant. Elle ferma les yeux. La dernière chose qu'elle sentit avant de s'endormir fut la main chaude de Corbeau se posant sur la sienne. Ils reprirent la route le lendemain matin. Ils chevauchèrent toute la journée, ne s'arrêtant que pour abreuver les chevaux. Le soir du deuxième jour, ils sortirent de la forêt pour déboucher sur une vaste plaine. Au loin, au pied de basses collines, on apercevait des tipis, plusieurs dizaines. La fumée des feux montait vers le ciel. Des gens se déplaçaient entre les habitations. Des aboiements de chiens, des voix d'enfants, les bruits de la vie, le campement. Corbeau s'arrêta et se tourna vers Élisa. Côte 300. Élisa hocha la tête, bien que la peur lui serrât la gorge. Ils s'avancèrent envers le campement. Les gens commencèrent à les remarquer, sortant des tipis pour les regarder. Femmes, hommes, enfants, tous s'arrêtaient, fixant Élisa avec surprise et curiosité. Une femme blanche dans leur campement, c'était inhabituel. Corbeau s'arrêta devant l'un des plus grands tipis et descendit de cheval. Élisa fit de même. Une femme âgée, au visage ridé et aux yeux bienveillants, sortit du tipi. Elle regarda Élisa, puis Corbeau, et dit quelque chose dans sa langue. Corbeau répondit. La femme hocha la tête, s'approcha d'Élisa, lui prit la main et lui dit quelque chose doucement. « C'est ma grand-mère, » traduisit Corbeau. « Elle dit que tu es fatigué. Elle veut que tu te reposes dans son tipi. » Élisa regarda la vieille femme. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement de la chaleur. « Que t'otrince » murmura Élisa. La grand-mère sourit et la fit entrer dans le tipi. Il y faisait chaud, une odeur de fumée et d'herbe flottait dans l'air. La grand-mère fit asseoir Élisa, lui apporta à manger et à boire. Corbeau s'assit en face d'elle, la regardant. Côte 3, Élisa le regarda. Côté 3, Côte 3, Élisa sentit une pointe d'inquiétude. Ils vont s'y opposer. Corbeau garda le silence un instant. Certain, peut-être. Mais cela n'a pas d'importance. Tu es ici parce que je l'ai décidé, et parce que tu l'as choisi toi-même. Il se leva et sortit du tipi. Élisa resta avec la grand-mère. La vieille femme lui parlait dans sa langue, par gestes. Élisa ne comprenait pas les mots, mais sentait sa bienveillance. Elle mangea, but, et laissa la grand-mère lui retirer sa robe de mariée pour lui donner une simple robe en peau de cerf, douce et chaude. Élisa se regarda dans un petit morceau de métal poli que la grand-mère lui tendit. Elle ne se reconnaissait pas. Les cheveux clairs dénoués,
Une robe de peau, le visage pâle, mais ses yeux brillaient. Elle était différente. Corbeau revint tard dans la soirée. Élisa était assise près du feu. La grand-mère dormait dans un coin du tipi. Il entra silencieusement et s'assit à côté d'elle. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. « Les anciens t'ont accepté, » dit-il. « Tous ne sont pas satisfaits, mais ils respectent ma décision. » Élisa soupira de soulagement. « Merci. » Corbeau la regarda. « Pourquoi ? De m'avoir amené ici, de ne pas m'avoir laissé faire une erreur. » Corbeau secoua la tête. « C'est toi qui as fait ce choix. Je n'ai fait que te montrer le chemin. » Élisa tendit la main et toucha la sienne. Il serra ses doigts. « J'ai peur, » avoua-t-elle doucement. « Je ne connais pas votre langue, vos coutumes. Je ne sais pas comment vivre ici. »« Tu apprendras, » dit Corbeau. « Je serai là. Ma grand-mère t'enseignera. Tu es forte. Tu y arriveras. » Élisa le regarda dans les yeux. Elle y voyait une confiance qu'elle-même n'avait pas. « Pourquoi crois-tu autant en moi ?» Corbeau sourit, un vrai sourire, doux et chaleureux. « Parce que je t'ai vu te battre dans la forêt. Je t'ai vu ne pas abandonner alors que tu aurais dû mourir. Je t'ai vu choisir ton cœur plutôt que ton devoir. C'est ça la force, Élisa, la vraie force. » Élisa sentit les larmes lui monter aux yeux. Des larmes de joie. Corbeau l'attira à lui et la serra dans ses bras. Élisa se blottit contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur, réguliers, calmes, comme la terre sous ses pieds. Cotetronni, Élisa ferma les yeux. Cotetronce. Les jours se succédèrent. Élisa apprit à vivre dans le campement, aidant la grand-mère à préparer les repas, à tanner les pots, à ramasser du bois. Elle apprit la langue, un mot, une phrase à la fois. Les autres femmes, d'abord distantes, commencèrent peu à peu à l'accepter. Corbeau était toujours là. Chaque soir, il venait s'asseoir avec elle près du feu, lui parlant de son peuple, de leur terre, des esprits qu'il vénérait. Un jour, il l'emmena au bord de la rivière. La glace avait commencé à fondre, l'éclos coulait vivement. Ils s'assirent sur des rochers, regardant le coucher du soleil. « Es-tu heureuse ?» demanda Corbeau. Élisa le regarda. Elle réfléchit, puis elle hocha la tête. « Oui, pour la première fois de ma vie, vraiment heureuse. » Corbeau lui prit la main. « Moi aussi. » Élisa se serra contre lui. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le soleil disparaisse et que le ciel se teinte d'un bleu profond. « Corbeau, » dit Élisa doucement. « Oui, je t'aime. » Il se tourna vers elle, la regarda dans les yeux. Il garda le silence un long moment. Puis il se pencha et l'embrassa, tendrement, précieusement. Cotetrona. Élisa sourit à travers ses larmes, des larmes de bonheur. Le printemps arriva lentement, mais inévitablement. La neige fondit, l'air s'adoucit, les oiseaux revinrent. Élisa s'était habituée au rythme du campement. Son travail était dur, mais cette vie la rendait plus forte. Elle avait appris à voir la beauté dans cette simplicité, dans la façon dont les gens vivaient en harmonie avec la terre. Une de ses nouvelles amies, Biche Blanche, lui apprenait à tresser des paniers, à coudre des vêtements de peau. Elle travaillait en silence, les gestes devenus familiers. Le soleil chauffait leur dos. Élisa pensait à Corbeau, parti chasser à l'aube. Il lui manquait, mais elle ne s'inquiétait pas. Il revenait toujours. Vers midi, le travail terminé, les femmes rentrèrent au campement. Élisa resta près de la rivière pour se baigner. L'eau était froide, mais vivifiante. En sortant de l'eau, elle entendit du bruit. Les chasseurs étaient de retour. Elle courut vers le campement. Les hommes mettaient maintes pieds à terre. Sur l'un des chevaux, la carcasse d'un cerf. Une bonne chasse. Les femmes accueillaient leurs maris, leurs frères, leurs fils. Élisa chercha Corbeau du regard. Elle le vit près de son cheval. Elle courut vers lui. Il se retourna et lui sourit. « Je t'ai manqué ?» demanda-t-il. « Énormément », avoua Élisa. Corbeau la serra dans ses bras. « Viens,
dit-il en lui prenant la main. Je veux te montrer quelque chose. Ils se dirigèrent vers un tipi un peu à l'écart. Élisa le connaissait, il était vieux et vide. Corbeau écarta l'entrée et la laissa passer. Élisa entra et se figea. Le tipi n'était plus vide. De nouvelles peaux recouvraient le sol. Un foyer en pierre n'était aménagé. Des herbes séchées étaient en suspendu. Dans un coin, des couvertures, de la vaisselle, tout le nécessaire pour vivre. De 3,43 demanda Élisa en se tournant vers Corbeau. Il se tenait sur le seuil, la regardant sérieusement. Que te crois, Quentin? Élisa sentit son cœur se serrer. Leur maison. Pas le tipi de la grand-mère où elle vivait comme une invitée. Leur propre foyer. Que tes 3,36. Corbeau hocha la tête. Que tes 346. Élisa ne pouvait plus parler. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle se jeta dans ses bras. Que tes 3,47. La cérémonie eut lieu le soir même. Tout le campement était rassemblé autour d'un grand feu. L'aîné des anciens parla de l'union de l'homme et de la femme. Il prit 2 branches, une fine et une épaisse, et les lia avec un fil rouge, côte droite. Il leur tendit les branches liées, puis il leva les mains au ciel et prononça une prière. QT3. Le campement explosa de cris de joie. Corbeau se tourna vers Élisa et l'embrassa longuement, profondément. La fête commença, ils dansèrent autour du feu, main dans la main. Tard dans la nuit, Corbeau emmena Élisa vers leur nouveau tipi. Ils entrèrent. Un petit feu brûlait, jetant une douce lumière. Il n'avait pas besoin de mots. Corbeau la serra dans ses bras, comme si elle était ce qu'il avait de plus précieux. Élisa posa sa tête sur sa poitrine, écoutant son cœur battre. « Je t'aime », murmura Corbeau. « Je t'aime aussi », répondit Élisa. Plus que les mots ne peuvent te le dire. Ils s'allongèrent sur les peaux, enlacés, écoutant le crépitement du feu et le murmure du vent. Élisa ferma les yeux, ressentant un bonheur total, absolu. Elle était chez elle, enfin chez elle. Les mois passèrent, l'été fut chaud et généreux. Élisa était pleinement intégrée à sa nouvelle vie. Un matin, elle se réveilla nauséeuse. La grand-mère, qui passait par là, la regarda attentivement. Puis elle sourit, un sourire large et compréhensif. « Une nouvelle vie », dit-elle dans leur langue. « En toi. » Élisa se figea. Elle comprit. Elle était enceinte. Des larmes de bonheur, de peur et de gratitude coulèrent sur ses joues. Elle posa une main sur son ventre, ou sous son cœur. Une nouvelle vie commençait à grandir. Son enfant, l'enfant de Corbeau. Le soir, elle l'annonça à Corbeau. Il resta figé un instant. Puis il laissa tomber ce qu'il tenait et la serra dans ses bras, avec une infinie précaution. « Côte 353. Demanda-t-il d'une voix rauque. « Oui. » Corbeau enfouit son visage dans ses cheveux. Élisa sentit ses épaules trembler. Il pleurait. Le fort, l'inflexible. Corbeau pleurait de joie. Côte 3, Élisa le serra en retour. Côte 303, de nombreuses années passèrent. Élisa vieillit dans ce campement, donnant naissance à 3 enfants, 2 fils et une fille. Ils grandirent forts, courageux et beaux, avec les cheveux sombres de leur père et les yeux clairs de leur mère. Corbeau vieillit aussi, mais resta un homme fort, sage et respecté. Élisa fut toujours à ses côtés, sa femme, son amie, son soutien. Parfois, lors des longues soirées d'hiver, elle se souvenait de ce jour, le jour d'un mariage qui n'avait pas eu lieu. Fort Laramie, Jonathan Webb, la robe blanche, son ancien monde. Elle ne regrettait rien, pas une seule fois, pas une seule seconde, car elle avait choisi son cœur, elle avait choisi l'amour, elle avait choisi la liberté, et c'est ce qui l'avait rendue vraiment heureuse. Un jour, alors que la première neige tombait sur le campement, Élisa était assise près du feu, tenant son petit-fils dans ses bras. Corbeau était assis à côté d'elle, la regardant avec ce même sourire, qui n'avait pas changé au fil des ans. « Que t'un 317 demanda-t-il. Élisa le regarda, puis l'enfant dans ses bras, puis la fumée qui montait vers le ciel.
À la chance que j'ai eue, dit-elle doucement, de m'être perdue dans cette forêt, que tu m'aies trouvée, de ne pas avoir eu peur de te choisir. Corbeau prit sa main et entrelaça leurs doigts. C'est moi qui ai eu de la chance, dit-il. Tu m'as tout donné, une famille, un foyer, un sens à ma vie. Élisa se serra contre lui, sentant la chaleur de son corps, écoutant son cœur battre. Ce même cœur qui l'avait appelé dans la forêt, qui l'avait empêché de commettre une erreur. La neige continuait de tomber, recouvrant la terre d'un manteau blanc. Le campement s'endormait, mais dans le tipi de Corbeau et d'Élisa, le feu brûlait vivement, les réchauffant, eux et tous ceux qu'ils aimaient. Et il en serait ainsi pour toujours.